Bonjour tout le monde, merci d'être là. Euh, je vais démarrer cet atelier intitulé Regard critique sur l'immigration francophone en situation minoritaire. Je m'appelle Janaïna Nazari-Gomez, je suis chercheur postdoctoral à l'Université d'Ottawa et je suis ici avec mes collègues Étienne Rivard, Louisa Véronise et Abba Sadki. Euh, et nous allons aborder aujourd'hui euh, nos réflexions, nos recherches sur euh, des perspectives critiques sur l'immigration francophone. Ce seront objets d'abord les stratégies de recrutement, l'accès à l'information concernant les modalités migratoires, les politiques fédérales eu égard à l'immigration francophone et le positionnement des institutions francophones canadiennes vis-à-vis de l'immigration. Nous nous sommes entendus pour faire une présentation après l'autre. Chacune auront 15 minutes environ pour la présentation. Et par la suite, nous commencerons la période de questions et d'échanges parmi nous aussi. Je commence la première présentation avec Étienne Rivard, recruté à l'interne, réflexion sur le continuum migratoire et la francotropie. Étienne est professeur agrégé de géographie au département des sciences humaines et sociales à l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. Bienvenue, Étienne, la parole est à toi. Merci beaucoup, Janaïna. Ça fait un plaisir d'être avec vous tous, surtout sur ce qu'on peut considérer un aspect important des vitalités des communautés franco-minoritaires, hein, la question évidemment de l'immigration. Alors, je partage mon écran tout en parlant. Donc voilà. La réflexion, puisque c'est une réflexion, mine de rien, je ne sais pas si elle est critique, mais en fait, c'en est une, assurément, va porter en fait sur l'idée du continuum migratoire, cette espèce de pensée linéaire qu'on a souvent mis en place, hein, l'idée que l'intégration, en fait, de l'immigration se font selon un certain nombre d'étapes, en commençant par le recrutement, l'accueil, l'intégration et la rétention. C'est une démarche un peu bureaucratique qui a été depuis un certain temps déjà, je dirais, critiquée par les chercheurs, rappelant notamment que dans un parcours migratoire, les personnes ne vont pas nécessairement passer une étape à l'autre, hein, mais au contraire, souvent, les étapes vont s'entrecouper d'une certaine manière. Donc. Et ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est pousser encore davantage plus loin cette idée du déséquençage, en fait, du continuum migratoire et de le voir même au-delà de la question du parcours migratoire en tant que tel. Donc, ne pas réduire finalement cette question de l'intégration à un parcours spécifique d'un individu qui part d'un point A et qui se retrouve dans un point B, euh, et qui éventuellement s'incorpore à l'intérieur d'une nouvelle société, mais de comprendre à la fois ce continuum-là dans des processus qui tournent en entour du parcours migratoire, d'une part qui est en amont du parcours migratoire, donc de gens qui essentiellement n'ont toujours pas commencé ce parcours-là, ou sinon après, donc en aval d'un parcours migratoire, pour bien montrer que l'intégration peut se faire, bien évidemment, sur bien souvent plus qu'une seule génération, même peut aller jusqu'à la deuxième génération. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux orienter ma réflexion aujourd'hui avec vous. Et en partant avec une catégorie particulière d'immigrants, ce qu'on appelle les francotropes. Hein? Bon, ça a l'air vilain comme mot comme ça, mais ça veut essentiellement dire des gens dont la langue maternelle n'est pas le français, mais qui, pour des raisons de proximité culturelle, de proximité linguistique, peuvent être portés à faire l'acquisition du français. Donc, il y a des francotropes essentiellement de partout dans le monde. Moi, ceux qui m'ont particulièrement intéressé sont les francotropes de l'Amérique latine, donc les gens issus de pays hispanophones, ou du Brésil, où on parle le portugais. Donc, c'est dans cette idée du francotrope. Et évidemment, il y a des francotropes qui n'ont aucune connaissance du français.
hein, bien sûr, qui ont le potentiel, mais qui n'ont pas nécessairement la connaissance du français. Et il y a des francotropes qui parlent le français, et donc qui sont des locuteurs de français ou, si vous préférez, des francophones à part entière. Donc, ce que je vais faire, en fait, comme je dis, c'est une réflexion, mais il y a un petit part d'éléments empiriques. Je vais vous présenter aussi, d'ici la fin, une recherche sur laquelle quelques collègues et moi, dont Janaïna d'ailleurs, on mène sur ces questions-là. Mais avant d'en arriver à la recherche en tant que telle, un petit début de réflexion qui était fait sur la question des francotropes de l'Amérique latine au Canada, que j'ai publié tout récemment, justement dans un numéro de Francophonie d'Amérique qui vient de paraître et pour lequel Janaïna, parce que Janaïna est tout à fait partout, a aussi co-dirigé dernièrement. Donc, une part des données là, que je vais vous présenter, qui sont un peu le moteur de ma réflexion et la raison pour laquelle le projet de recherche est en quelque sorte né. Et donc, je vous présente quelques-unes disons, les faits saillants qui sont les plus pertinents de cette étude que j'ai faite préliminaire. J'avais donc essayé de faire un portrait des francotropes latino-américains au Canada à partir des données de recensement de 2016 essentiellement, parce que quand j'ai fait le topo, les données de 2021 n'étaient pas encore disponibles. Donc, ce n'est pas ce que de plus à date, mais ça nous donne quand même un bon aperçu. La première chose que je voudrais mettre de l'avant avec vous, c'est la répartition ici des immigrants d'expression française, les IEF, en comparaison avec les FLA, ce que je vais appeler les francophones ou les francotropes latino-américains. Ici, je prends les francotropes latino-américains qui parlent effectivement le français ou qui ont déclaré avoir une connaissance de français jusqu'à la fin de ma présentation. Et quand on compare la distribution, c'est-à-dire comment ils se départagent par rapport au Québec versus le Canada hors Québec, hein, le CHQ, on constate d'abord qu'il y a des similarités. Le Québec, que ce soit des immigrants d'expression française ou nos francotropes latino-américains, et une capacité de polarisation de ces immigrants-là qui est énorme. Hein. On parle pour les IEF de 82% presque. Alors que pour les FLA, on parle vraiment de 88%. On n'est pas loin de 90%, pas loin de 9 francotropes latino-américains qui, finalement, en 2016, habitaient le Québec. Ce sont des données donc, qui peuvent paraître un peu trompantes parce qu'on peut donner, finalement, les francotropes latino-américains ne sont pas très importants dans le reste du Canada, donc dans les communautés franco-minoritaires. Mais lorsqu'on regarde la donnée à une autre échelle, à celle, par exemple, des régions métropolitaines de recensement, ce que l'on constate, c'est que parmi tous les francotropes latino-américains qui habitent, en fait, dans le Canada hors Québec, ils représentent en moyenne près de 11% de la totalité des immigrants d'expression française. Ça veut dire qu'il y a pratiquement plus qu'une personne sur 10 dans les immigrants d'expression française dans le Canada au Québec en 2016, qui étaient en réalité des francotropes latino-américains. Ce qui est quand même, somme toute, assez important, surtout que de toutes les francotropes, les latino-américains ne sont pas les seuls. Donc, on voit déjà l'importance que peut avoir la francotropie dans ces régions-là. Et comme vous pouvez le constater, dans certaines régions ou dans certaines régions métropolitaines, en fait, de recensement, que ce soit en Ontario, avec Kingston ou à London, ou en Alberta, Calgary, Red Deer, les pourcentages sont même encore plus élevés. Je poursuis avec la répartition, cette fois-ci, de nos francotropes selon leur langue de travail en 2016. D'abord, ceux qui travaillent en anglais et ceux qui travaillent en français. Évidemment, on parle de gens qui parlent le français comme langue d'usage. Hein? Donc, parmi ces francotropes latino-américains qui parlent le français à la maison, ceux qui travaillent en anglais se distribuent très majoritairement au Québec. Vous me direz, c'est un peu surprenant, on s'attendrait à ce qu'ils soient moins nombreux, mais la réalité, vous le savez bien, c'est qu'en réalité, il y a quand même, et c'est un rappel, 88% de tous les francotropes latino-américains qui parlent le français qui sont au Québec. Donc, forcément, il y a un plus grand nombre aussi qui risquent de travailler, notamment dans le contexte montréalais, en anglais.
Ceci étant dit, la très grande majorité des francotropes latino-américains en territoire québécois, en 2016, travaillaient en français, c'est-à-dire 91 d'entre eux. Donc, la donnée qui est la plus importante ou la plus cruciale ici, bien, cette donnée, c'est celle-ci, hein? C'est-à-dire le pourcentage au sein des francotropes latino-américains qui sont dans le Canada hors Québec, seulement 1,2 d'entre eux, en réalité, en fait, de tous ceux qui travaillent en français, seulement 1,2 habitent le Canada hors Québec, ce qui donne donc l'impression que finalement, il y en a très, très peu. La réalité, toutefois, est un petit peu plus complexe que ça. Quand on compare, par exemple, avec les autres immigrants d'expression française, on constate que ces derniers vont se départager différemment, hein, et ils vont être relativement plus nombreux à choisir le Canada hors Québec. Donc, la question qu'on doit se poser est celle-ci. Comment se fait-il qu'il y a moins de francotropes en proportion qui décident d'aller travailler en français hors Québec que d'immigrants d'expression française en général? Surtout lorsqu'on compare une autre donnée d'importance, c'est-à-dire lorsqu'on regarde dans tous les francotropes latino-américains qui habitent dans le Canada hors Québec, on se rend compte qu'il y a 27,2 d'entre eux qui travaillent en français. Quand on compare avec les immigrants d'expression française et qu'on regarde ceux qui, habitant le Canada hors Québec, travaillent en français, on arrive au même pourcentage. Donc, il y a donc forcément, en principe, toute personne francophone ou francotrope qui décide de travailler en français dans le contexte hors Québec pourrait normalement espérer pouvoir travailler à peu près une fois sur 4 dans le contexte francophone. Alors, pourquoi autant en proportion de francotropes désirent ou ne vont pas tenter leur chance dans le Canada hors Québec pour travailler en français? La question se pose. Et l'une de ces questions, ou l'un des éléments de réponse à cette question-là tient en fait à cette question du recrutement, justement. On se rend compte depuis de nombreuses décennies que la francotropie est un concept important au Québec, à la fois dans les politiques d'immigration qu'elle ne l'est dans la science, en fait, l'observation scientifique des faits d'immigration au Québec et en français. Alors que le contraire est vrai, évidemment, au sein des communautés franco-minoritaires, à la fois dans les pratiques de recrutement, les francotropes ne sont pas visés de la même façon. Hein? Et dans la science en général, on s'intéresse peu à cette question des francotropes. Et pourtant, comme on vient de le voir, des francotropes, il y en a, juste des latino-américains dans le contexte du Canada au Québec. Ces gens-là ont effectivement un poids dans l'immigration d'expression française qui n'est pas négligeable. En plus, quand ils s'y trouvent, ils travaillent dans une proportion tout à fait égale en termes de pourcentage en français. Pourquoi ces gens-là ne misent pas sur le Canada au Québec pour venir s'installer? Bien, la réponse se trouve probablement justement dans cette disproportion dans la politique de recrutement. C'est-à-dire le Québec fait d'énormes efforts pour recruter des francotropes des Amériques, alors que du côté des communautés franco-minoritaires, c'est moins important. Donc, on le voit, il y a d'une certaine façon le reflet de ces politiques de recrutement différenciées qui ont un effet finalement sur la distribution de ces francotropes qui parlent à la fois à la maison, mais aussi au travail en français. Ce qui m'amène à mon point final, c'est-à-dire à cette recherche dont je vous parlais, parce qu'on a voulu pousser plus loin. On a voulu comprendre, OK, bien dans ce cas-là, qu'en est-il si le recrutement est important des populations avant même qu'elles immigrent? Avec des collègues brésiliens, duquel participe Genaina, on a mis en place un projet de recherche qui en est on est juste à la veille de commencer la collecte de données, qui s'appelle la francophonie et la vitalité des communautés franco-minoritaires, qui s'intéresse aux imaginaires géographiques au Brésil. Alors, l'idée, c'est de savoir
quelle est la place de ces communautés franco-minoritaires canadiennes dans l'imaginaire ou dans l'image géographique que se fait ou que se font les Brésiliens sur la francophonie? Hein? L'hypothèse ou les hypothèses, c'est qu'en principe, il y a quasi-absence de ces réalités franco-minoritaires dans l'imaginaire des Brésiliens. On part avec cette idée-là. On part aussi avec l'idée que la disproportion dans la politique de recrutement, donc le poids que le Québec occupe dans cet imaginaire-là à travers le recrutement, puisse avoir aussi un impact. Évidemment, ce sont des hypothèses qui restent à vérifier, qu'on fera de deux manières, hein, ces vérifications-là, cette collecte de données, à travers un questionnaire qualitatif. On vise à peu près 200 participantes, participants, et aussi d'entretiens semi-dirigés, environ une quinzaine. Pour l'instant, je vais juste me concentrer sur le questionnaire qualitatif pour donner une idée de ce qu'on cherche. D'abord, évidemment, des données biographiques, là, comme de raison pour être capable de différencier différents profils de participants. Mais plus important, c'est qu'une première partie va s'intéresser à la connaissance que les participants ont du français, parce qu'on suppose qu'ils n'ont pas tous des connaissances égales. D'ailleurs, les questionnaires seront disponibles en français et en portugais. Et comment ils font l'usage du français également, à différents degrés. Une deuxième section plus importante que s'intéressera au projet migratoire. Certains d'entre eux n'auront pas de projet migratoire, donc ils nous permettront de comparer, évidemment. Pour ceux qui ont un projet migratoire, c'est de mesurer l'importance de ce projet, où ils en sont dans ce projet. Et éventuellement, en toute fin, essayer de voir quelle est la connaissance qu'ils ont ou quel est leur imaginaire géographique de la francophonie. Et là, on va travailler d'une manière très en entonnoir, en commençant par la francophonie générale, internationale, pour se diriger doucement vers la francophonie québécoise et éventuellement voir qu'est-ce qu'il en est d'une francophonie beaucoup plus spécifique et minoritaire en dehors du Québec. 2 minutes, Étienne. Justement, j'en arrive à la conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire recruter à l'interne? C'est quand même le titre de ma conférence. Hein? Puis je me suis gardé de vous donner une explication. D'abord, pour moi, ici, ce que je vous ai présenté, ça veut dire davantage une perspective métaphorique. Hein? Recruter à l'interne, ici, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut faire dans le recrutement pour qu'à quelque part, il y ait internalisation dans l'imaginaire géographique des futurs immigrants, une place pour effectivement les communautés franco-minoritaires. Hein? Si cette place, comme on pense qu'elle est, elle est très faible, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer? Hein? Donc, il y a cette... Sauf qu'en même temps, je vous dis, recrutement, 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 mais on oublie d'une certaine manière que le recrutement peut se faire à l'interne, mais au sens propre et concret. Parce que depuis tantôt, je vous ai parlé des francotropes latino-américains qui parlent le français, mais ils sont minoritaires. Ils comptent pour environ 22% de tous les latino-américains qui, en 2016, étaient sur le territoire canadien. Et cette majorité de non-francophones, mais qui sont tout de même des francotropes, en réalité, vit majoritairement hors Québec. C'est donc dire qu'il y a un paquet de francotropes au sein des communautés franco-minoritaires, en fait, qui sont voisins, à qui, finalement, on ne fait jamais appel. Qu'est-ce qu'on fait pour que ces gens-là puissent, un peu plus sur le tard, en dehors de leur parcours migratoire, s'intégrer, du moins partiellement, et ajouter à la vitalité des communautés francophones? C'est une question, je pense, qui est cruciale. Mais aussi cruciale soit-elle, je n'ai pas le temps aujourd'hui d'y apporter une réponse. Merci. Merci, Étienne. Je voulais profiter pour donner la bienvenue aux participants qui n'étaient peut-être pas là au tout début de l'atelier. Donc, on a décidé de faire une présentation après l'autre et par la suite, à la fin, on aura des échanges. Donc, je vous invite à ajouter vos questions et commentaires dès maintenant sur les chats. Maintenant, donc, la parole à Luisa Véronis qui présentera du droit à la cible, du discours à l'exécution, à qui sert la politique fédérale de l'immigration francophone.
Bonjour tout le monde. Merci Janaïna d'avoir organisé le panel et merci aussi Étienne parce que tu mets la table pour la réflexion de laquelle je vais parler. Donc cette réflexion est un travail avec Janaïna et c'est moi qui présente, mais c'est très inspiré des conversations que nous avons eues ces derniers temps. Et on a une réflexion critique, je pense, par rapport à la revendication du droit à l'immigration et sa mise en place à travers la cible, ainsi que le rôle des discours, ainsi que des pratiques par rapport à l'immigration francophone. Donc, je vais voir si je peux avancer la présentation. Je vais utiliser les flèches. Alors, c'est un travail très interdisciplinaire, Janaïna étant linguiste, moi-même étant géographe, et on puise beaucoup sur diverses recherches que nous avons menées de part et d'autre, chacune de notre côté, mais qui se recoupent beaucoup. Et donc, on est à l'intersection des pensées géographiques et de la sociolinguistique. Et la présentation est organisée autour de 2 niveaux de tension par rapport à la cible relativement aux structures de l'immigration canadienne et la place qu'occupe l'immigration francophone dans cette plus grande politique migratoire, et d'autre part, des tensions par rapport aux discours et aux pratiques à l'intérieur des communautés francophones. On a plusieurs aspects dans notre réflexion, donc je vais me concentrer sur la question du droit à l'immigration et la cible d'une part pour le volet 1, dans le volet 2 au discours et aux pratiques. Donc en termes de contexte, il faut se souvenir que l'immigration au Canada, historiquement, a joué un rôle de colonisation de territoire, colonisation par le peuplement, et encore aujourd'hui, l'immigration joue un rôle très important. Et d'ailleurs, dans la plénière ce matin et hier, le ministre de l'Immigration, Mark Miller, et puis son assistant député sont venus nous parler des besoins démographiques, des enjeux. Donc, l'immigration continue à jouer un rôle actuel très important en termes de la démographie et la croissance économique du Canada, avec des impacts de cette histoire coloniale qui se vivent notamment auprès des peuples autochtones. Dans ce premier volet, en fait, réfléchissant à l'immigration francophone, on pense ou on aimerait apporter une nouvelle perspective, comme quoi, en fait, la politique migratoire canadienne contribue à accentuer la minorisation des communautés francophones parce qu'il arrive un nombre significatif d'immigrants qui, en fait, s'assimilent ou s'intègrent en anglais. Il y a beaucoup moins d'immigrants francophones et une partie de ceux-ci s'intègrent aussi dans la société majoritaire anglophone. En fait, l'immigration contribue à minoriser ou est une source d'inégalité de pouvoir entre plusieurs communautés, notamment la majorité anglophone et des groupes minoritaires, de manière différente, bien évidemment, mais donc pour mettre la table. Maintenant, les communautés francophones, depuis la fin des années 90, voyaient leur poids démographique diminuer. Or, le poids démographique est important pour assurer l'offre de services dans les communautés francophones, des services comme l'éducation, la santé et ainsi de suite, ainsi qu'en fait la vie au quotidien dans sa langue, et on veut l'immigration comme un potentiel pour assurer en fait le maintien du poids démographique des communautés francophones. Et depuis 2003, on a vu la mise en place officielle d'une politique d'immigration francophone par le gouvernement fédéral qui sert à attirer des immigrants francophones qui vont s'insérer dans le ROC. Étienne parlait du CHQ, le ROC, The Rest of Canada, et l'idée était en fait d'assurer un certain pourcentage d'immigrants ayant le français comme première langue officielle pour maintenir le poids des communautés francophones. Et c'est ainsi que la cible en immigration francophone a été établie à 4,4%, qui représentait le pourcentage de la population francophone hors Québec en 2001. Donc, si on assure que 4,4% de tous les immigrants parlent le français s'installant en dehors du Québec,
on va maintenir le poids des communautés francophones. Or, pour des raisons complexes, la cible n'a pas vraiment été atteinte avant 2022. Et la pandémie, comme vous probablement savez, a été un peu une sonnette d'alarme pour le Canada avec la fermeture des frontières, le fait que moins d'immigrants arrivaient. Mais ce qui est d'intérêt pour nous, c'est que cette cible, bien qu'établie en 2003, n'a jamais été atteinte avant 2022. Et vous voyez les chiffres dans le tableau de bord sur l'immigration francophone qui a été publié il y a quelques mois. Et donc, selon les communautés francophones, notamment les organismes porte-parole comme la FCFA, le déclin du poids démographique des communautés francophones s'est poursuivi pour donc de passer de 6,1% en 1971 à 3,3% en 2021, alors qu'en fait, le chiffre se maintient juste en dessous d'environ 1 million de personnes. Donc, par l'immigration, le fait que la population canadienne croît, en fait, le poids démographique des communautés francophones est en déclin. En 2022, la FCFA, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, a demandé, enfin exigé du gouvernement fédéral de tout de suite augmenter la cible en immigration francophone comme réparation pour la perte de tous ces immigrants qui ne sont francophones, qui ne sont pas venus entre 2003 et 2021. Elle avait donc établi des cibles très ambitieuses, 8% pour 2023, 12% pour 2024-2026, 14% ainsi de suite pour atteindre 20% en 2036, comme le seul moyen en fait de revenir à 4,4% des populations francophones. Et je vous ai ajouté la petite image de leur infographique qui montre clairement le lien entre le fait que la cible n'a pas été atteinte d'un côté, le déclin du poids démographique, et la demande de cibles plus ambitieuses. En 2023, il y a quelques semaines, je pense 2 semaines environ, plusieurs changements sont mis en place. Tout d'abord, une nouvelle loi sur les langues officielles qui reconnaît l'immigration comme un élément important, donc établissant l'immigration à la croisée des politiques linguistiques et d'immigration du Canada. Et donc, début novembre, le ministre Mark Miller a annoncé une nouvelle cible qui a été établie à 6% pour 2024 et ensuite 7% et 8%, des cibles beaucoup plus modestes, clairement à la grande déception des organismes porte-parole. Mais ici, j'aimerais quand même souligner aussi qu'en même temps, l'annonce des plans de niveau d'immigration est très ambitieuse. Vous en avez peut-être entendu parler. Il s'agit l'augmentation depuis 2021 a été significative pour la stabiliser autour de 500 000 personnes. Beaucoup de débats à ce sujet. Néanmoins, l'excuse du ministre a été qu'on veut être raisonnable et s'assurer d'atteindre la cible, parce que plus on augmente en fait les effectifs en immigration, plus il va être difficile d'atteindre cette cible. Un 6% de 300 000 personnes comparé à 500 000 personnes, c'est quand même une masse critique assez importante. Je voulais souligner ça pour en fait mettre en avant l'idée que les structures de l'immigration canadienne sont ouvertes à l'immigration francophone, mais en fait, elles entravent les besoins en immigration francophone. La cible est un des éléments et nous avons quand même cherché à penser des pistes d'action. Je vais sauter assez rapidement ici, mais ce que Étienne disait par rapport aux francotropes est probablement un des éléments de réponse pour résoudre ce problème d'atteindre la cible en immigration francophone. Comme le temps file, je vais tout de suite passer et j'espère aller assez rapidement sur le deuxième volet pour parler un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur des communautés francophones. Ici, la réflexion est par rapport au discours concernant l'immigration d'une part et les pratiques d'accueil dans les communautés. Donc, depuis 2003, date clé, on voit un investissement énorme, notamment à développer des services d'accueil et d'établissement en français pour ces immigrants francophones en dehors du Québec.
qui ont été développés en partie avec des personnes immigrantes qui sont venues au Canada bien avant 2003. Il y avait des immigrants francophones avant cette date-là, et ils ont joué un rôle clé dans la mise en place des services d'accueil en français. Et ces services d'accueil sont souvent développés par le principe de par et pour les francophones. Donc, on reconnaît que depuis 2003, il y a eu des avancées énormes dans ce domaine, de développer des services, notamment le continuum dont parlait précédemment Étienne. Plus récemment, l'initiative des communautés francophones accueillantes, déployée à partir de 2018 avec un énorme financement. Il y a quelques semaines, la 11e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone sur le thème « Canada, terre accueillante », ainsi que dans différentes régions, des changements symboliques qui montrent l'ouverture, comme le changement de nom de certains organismes, par exemple la Société franco-manitobaine qui est devenue la Société de la francophonie manitobaine, donc pour un peu être plus ouvert et inclusif par rapport aux francophones d'ici et d'ailleurs. Donc nous en venons aux critiques et avec Janaïna, nous voyons au niveau discursif encore toujours une logique utilitariste quand on parle de l'immigration francophone de la part tant du gouvernement fédéral que des communautés. Alors, dans les divers plans d'action, on parle du rôle essentiel de l'immigration pour la préservation de la vitalité des communautés francophones et acadiennes partout au Canada. Même dans le préambule de la nouvelle loi qui a été écrite en 2023, on parle encore de l'importance de l'immigration pour favoriser l'épanouissement des minorités francophones en assurant notamment leur poids démographique, etc. Donc, c'est vraiment l'idée que l'immigration francophone est au service des communautés francophones. D'autre part, la cible aussi, j'ai critiqué la cible, mais la cible, on peut aussi la voir comme une quantification des personnes à venir qui donc efface complètement, déshumanise les personnes immigrantes, leurs projets migratoires, leurs désirs, des fois leurs besoins dus à des déplacements forcés. Donc, au niveau discursif, cette logique utilitariste parle encore de l'immigration et des immigrants au service des communautés, alors qu'on ne tient pas compte en fait de la perspective des immigrants, des personnes qui vont venir. Et le fait qu'ils viennent ici pour participer à une communauté et le besoin de développer un projet commun pour que tant les personnes francophones établies que les personnes plus récemment arrivées peuvent vivre ensemble et développer un projet commun qui les représente. De l'autre côté, en termes des pratiques, donc beaucoup d'avancées dans la façon de donner les services, de voir les communautés, leur rôle, mais encore, on peut voir des contradictions dans ce qu'on pense que les immigrants vont venir faire ou comment ils vont s'intégrer ou s'insérer, des fois à voix unique, s'assimiler, et un manque de reconnaissance en fait de la diversité de la francophonie internationale, dont notamment les francotropes. Alors, en pratique, on voit encore des discriminations, notamment intersectionnelles, surtout en ce qui concerne l'insertion en emploi. Et je vous donne ici des exemples de nos recherches où une immigrante a dit qu'elle n'allait pas postuler pour un poste parce qu'il demandait un français canadien, ou des discriminations ethno-raciales, quand en fait on ne reconnaît pas les compétences de personnes qui sont différentes. Des tensions identitaires, notamment par rapport à cette francophonie internationale, et un participant dans nos recherches qui parlait des propriétaires de la francophonie canadienne, ceux qui sont établis ici, et les locataires, ceux qui sont plus récemment arrivés, et ainsi de suite. Ainsi que les doubles standards, surtout par rapport à l'insertion professionnelle. On veut des immigrants francophones, on déplore l'assimilation des francophones dans l'anglais, mais les francophones parlent et vivent en anglais, alors qu'on critique les immigrants francophones s'ils se tournent du côté en anglais. Et autres enjeux. Donc, avec Janaïna, on essaie de réfléchir à une notion de l'accueil qui est plus ouverte, qui est bidirectionnelle,
qui en fait est basé sur l'exercice conscient de se penser comme société en constante évolution par l'immigration. Et ça, c'est vrai pour le Canada en général, le Québec, j'imagine aussi, et les communautés francophones. L'immigration veut dire que nous aussi, on va changer pour faire société ensemble avec ceux qui arrivent. Donc, le fait que l'immigration va changer la francophonie et donc être préparé à un processus de pluralisation, d'accepter que la francophonie canadienne va se pluraliser pour intégrer les cultures, les traditions, les pensées, les façons de parler, de cuire et autres des immigrants. Donc, pour conclure, je voulais revenir sur les enjeux par rapport aux structures, le fait qu'il faut continuer de voir l'immigration francophone et sa place dans l'immigration canadienne et le besoin de penser l'immigration francophone comme étant autonome, qui n'est pas insérée dans les structures qui servent les besoins de la société canadienne en français. Et de l'autre part, l'importance des discours et des pratiques et le besoin de dépasser cette logique utilitariste si on veut vraiment faire société. Et on a eu des conversations ce matin par rapport aux notions et pratiques d'accueil, intégration, inclusion qui sont bidirectionnelles. On apprend à connaître l'autre et de même, l'autre apprend à nous connaître. Donc, je vous remercie et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci, Louisa. Nos réflexions se complémentent absolument. J'ai hâte de nos échanges. Donc, maintenant, la parole à Abbas Sadki, chercheur postdoctoral au département de géographie, environnement et géomatique de l'Université d'Ottawa, qui nous présentera la présentation de la vitalité et l'immigration francophone, une analyse critique du discours de l'Assemblée francophone de l'Ontario. Ok, merci beaucoup, Janaïna. Je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Je pense qu'il faut mettre en mode présentation. Excusez-moi. Est-ce que c'est bon comme ça? C'est un peu petit, mais on peut le voir. Ok, merci. Bon, je préfère le laisser comme ça. Merci beaucoup. Je suis très content de prendre la parole à cette conférence nationale. Ma présentation s'inscrit dans le volet sur le positionnement des institutions. J'ai choisi comme étude de cas l'Assemblée francophone de l'Ontario. Pour ceux qui ne connaissent pas cet organisme, c'est un organisme qui a pour mandat de concerter la collectivité francophone de la province de l'Ontario. Et il agit comme porte-parole, entre autres, pour revendiquer les droits de la francophonie ontarienne depuis 1910. Donc, c'est un ancien organisme qui s'implique vis-à-vis de la francophonie au niveau de la province de l'Ontario. Mon exposé, il s'appuie sur un recueil de données très riches, notamment des rapports de la FAO depuis 2013 et 2021, des communiqués de presse, des guides de ressources et des grilles de synthèse. Ce sont des données qui ont été recueillies dans le cadre d'une recherche menée par Louisa Véronis, c'est présent. Cette étude examine de manière approfondie les aspects critiques du discours de la FAO sur l'immigration francophone en Ontario. Et considérant mon arrivée très récente à la chaire de recherche sur l'immigration et la communauté francophone dirigée par Louisa, je vais me contenter de vous faire une synthèse des points critiques significatifs du discours de la FAO. Donc, le titre, j'ai choisi le titre pour mon exposé en m'appuyant sur ces données-là. Et donc, les aspirations optimales, réalité complexe, par ce titre, je voulais un peu nuancer et évaluer les écarts entre les réclamations idéalisées de la FAO et les mesures concrètes prises sur le terrain pour relever les défis liés à la francophonie et à l'intégration
des immigrants francophones au niveau de la province de l'Ontario. Il faut reconnaître que la FO joue un rôle très central dans la promotion de l'immigration francophone comme moyen de répondre aux défis démographiques et de favoriser la vitalité de la communauté francophone en Ontario. La stratégie de cet organisme vise à attirer davantage d'immigrants francophones, souligne les avantages économiques et linguistiques de ces apports des immigrants. Cette communication vise à éclairer donc les nuances de ce discours sur l'immigration francophone et je vais mettre en avant les points de friction significatifs entre le discours et la réalité confrontée par les immigrants. Ma présentation examine donc les déconnexions entre le discours de la FO et la réalité des difficultés d'intégration et souligne notamment les réclamations idéalisées de la FO qui ne sont pas toujours étayées par des actions et des solutions concrètes. J'ai relevé à partir des données 6 points essentiels, ces critiques essentielles que je vais essayer de développer très rapidement. La première critique concerne la déconnexion entre le discours et la réalité. C'est ça le titre un peu de la présentation, le contexte global de cet exposé. La FO, elle présente l'immigration comme une solution aux problèmes démographiques et de vitalité, mais par contre, elle ne fournit pas d'explication approfondie sur la manière dont cela sera réalisé sur le terrain. Ce constat repose sur un certain nombre d'arguments. Premièrement, le discours de la FO, c'est un discours positif sur l'immigration, mais il n'est pas suffisamment étayé par des explications approfondies. Le discours aussi, il ne fournit pas de détails concrets sur la manière dont l'immigration va effectivement atteindre ses objectifs de la vitalité démographique, linguistique et économique. Il y a aussi un manque de plans détaillés et de stratégies spécifiques et susceptibles de susciter des doutes quant à la vitalité, à la viabilité de ces déclarations. J'ai remarqué aussi un déficit d'explications détaillées sur la manière spécifique dont les immigrants vont influencer positivement la vitalité culturelle, économique et sociale et de la communauté francophone. Et cette lacune, elle peut être perçue comme une faiblesse dans la compréhension de l'impact réel de l'immigration sur la vitalité communautaire. La FO aussi ne réussit pas à établir clairement des liens entre les défis réels auxquels font face les immigrants francophones, tels que par exemple les difficultés d'intégration économique, dans les solutions qu'elle propose. Le discours semble assumer que l'immigration résoudra automatiquement ces problèmes sans explication concrète. Il y a aussi un manque de détails concernant la manière dont l'immigration résoudra les problèmes. Cela pourrait donner l'impression d'un discours trompeur. On pourrait soutenir que le discours de la FO, sur ce point, bien qu'il est attirant, il risque de créer des attentes irréalistes quant aux résultats de l'immigration peut réellement apporter. Le deuxième point soulevé dans cette littérature sur le discours de la FO, il concerne un optimisme démesuré sans démonstration concrète. La FO utilise par exemple un langage optimiste comme des slogans, des termes positifs quant à la richesse et à la diversité apportée par les immigrants francophones, mais sans détailler comment les migrants vont spécifiquement contribuer à la richesse et à la diversité culturelle des communautés francophones dans le contexte minoritaire en Ontario. Par exemple, on ne mentionne pas les secteurs d'emploi spécifiques dans lesquels les immigrants pourraient exceller. Le discours aussi pourrait sembler déconnecté des réalités économiques. Cela risque de créer un écart entre les attentes générées par les mots, ce discours positif, et la réalité vécue par les immigrants. Deuxièmement, le discours de la FO, il ne tient pas en compte des défis d'intégration culturelle des immigrants. Les différences culturelles, linguistiques peuvent entraîner des obstacles à l'intégration et le discours ne semble pas aborder ces défis de manière approfondie. Aussi, la FO, elle parle positivement de la diversité apportée par l'immigration sans proposer des plans concrets pour promouvoir la diversité au sein des institutions, au sein des organismes, dans les espaces communautaires, et cela pourrait être considéré comme un optimisme dépourvu de substance. Il y a aussi un manque de mesures d'évaluation concrètes, manque d'indicateurs, manque de mesures claires et des critères de réussite qu'on peut mesurer pour démontrer les impacts positifs de l'immigration. Le troisième point, la troisième critique, elle concerne l'instrumentalisation de l'immigration pour obtenir le financement. La FO, elle souligne l'importance de l'immigration, comme je l'ai souligné au départ,
Elle insiste notamment sur le besoin d'avoir des financements sans pour autant démontrer de manière convaincante comment cet argent, comment ces financements seront directement investis dans des programmes ciblés, dans des programmes concrets, mesurables et réalisables sur les services au bénéfice réellement des immigrants. On relève aussi, par exemple, l'absence des stratégies détaillées de plans d'action concrets sur la manière dont la FO compte réaliser les bénéfices associés à partir des financements reçus. Il y a aussi un manque de détails sur la manière dont l'immigration contribuera concrètement à la vitalité, à la richesse. Donc, sans exemple spécifique, le discours semble être déconnecté des faits et des opportunités réelles. Il y a aussi un manque de transparence sur l'allocation des fonds. L'absence d'informations détaillées sur l'allocation des ressources, elle pourrait susciter des doutes sur l'efficacité de la mobilisation des fonds. Le quatrième point, il concerne l'insuffisance des services malgré les reconnaissances des défauts. La FO, elle reconnaît les difficultés d'intégration économique, elle l'étale dans ses rapports, dans ses écrits, mais les immigrants, mais on souligne une insuffisance de services malgré cette reconnaissance. Cette reconnaissance ne s'accompagne pas sur le terrain des plans d'action concrets pour surmonter les obstacles d'intégration. Et la simple reconnaissance des problèmes ne se fait pas sans une stratégie détaillée pour les résoudre. Il y a également une adéquation entre la demande de financement et les services effectivement dispensés. La FO demande davantage de financement pour des services d'intégration économique, mais il y a un écart entre cette demande financière et les services effectivement réalisés et dispensés. La non-adaptation donc, entre les services aux besoins réels des immigrants pourrait être perçue comme une gestion inefficace des financements et des ressources, sans expliquer donc clairement comment les fonds seront utilisés pour résoudre les défis d'intégration économique spécifiques. Cela signifie une déconnexion entre la demande de financement et les besoins réels des immigrants. Là aussi, les indicateurs de réussite clairs seraient nécessaires pour évaluer l'impact réel des services proposés. Les services précédemment financés aussi par le passé, ils n'ont pas produit les résultats escomptés en termes d'intégration économique des immigrants. Cela remet en question l'insistance de la FO à la demande de financement sans démontrer comment les leçons apprises dans les expériences passées seront appliquées pour améliorer l'efficacité des services et l'allocation, bien sûr, des fonds. Le cinquième point, l'avant-dernier, elle concerne l'absence de la voix des immigrants dans la documentation, dans les documents de la FO. On a relevé aussi une faible représentation dans le discours de la FO. L'analyse, elle met en évidence l'absence des voix des immigrants dans les documents, les communiqués de presse, dans les guides, les rapports annuels. Le livre blanc sur l'immigration francophone aussi sont principalement centrés sur les perspectives et les opinions de l'organisme sans garantir une représentation authentique et équilibrée des immigrants. Les mentions des groupes comme les immigrants, par exemple, ils sont souvent liés à des projets spécifiques et ponctuels. Cela relègue les voix des immigrants à un rôle secondaire. Donc, une intégration plus systématique des témoignages et d'expériences dans l'ensemble des documents, je veux dire des immigrants, il serait nécessaire pour une représentation authentique de ces derniers. On note aussi l'absence de la diversité dans les récits de la FO. Lorsque les témoignages d'immigrants sont inclus, il manque de diversité. Ils ne représentent pas pleinement la variété d'expériences au sein de la communauté francophone. Cela pourrait aussi conduire à une vision limitée et stéréotypée des immigrants. Donc, bien que la FO se présente comme porte-parole unique des communautés issues de l'immigration, ces communautés ne sont pas suffisamment impliquées dans la rédaction et la présentation, des documents de la FO. On pourrait donc demander une représentation plus inclusive et participative des immigrants. Il y a aussi un manque de transparence dans le processus de consultation, dans le sens où la FO ne divulgue pas de manière transparente comment elle collecte les témoignages et les expériences des immigrants. Une consultation donc plus ouverte et transparente renforcerait la crédibilité de l'organisme en promouvant une participation active des immigrants dans la formulation des politiques, des initiatives liées à l'immigration. Le dernier point concerne le changement tardif dans la préparation des immigrants. Il y a une prise de conscience de ces problèmes et de ces critiques que je viens de mentionner, mais bien que la FO reconnaisse
la nécessité d'introduire des changements et ce qu'elle a fait concrètement au fil de temps, mais elle a tardé à inclure de manière significative la voix des immigrants dans ses discours et actions, et les changements ne sont pas intervenus, ils ne sont intervenus qu'après des pressions et des critiques. L'historique de la FO est, par exemple, caractérisé par une représentation limitée des immigrants dans les discours et les documents, et les changements positifs de la représentation des immigrants ont été motivés par des pressions externes, par des critiques, plutôt que par une volonté intrinsèque propre à l'approche de la FO. Les changements sont aussi perçus comme des réponses aux attentes, plutôt qu'un engagement réel envers la diversité. Et cette approche de réagir aux problèmes et aux contraintes rencontrées par les immigrants et aux pressions externes ne démontre pas un leadership proactif, c'est un engagement authentique aurait donc dû être évident dès le départ. 2 minutes. Ah ben. Oui, j'en arrive à la conclusion. Donc, cette analyse critique du discours de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario sur l'immigration francophone en Ontario met en lumière une série de points de critiques significatifs que j'ai résumés en 6 points qui nécessitent bien sûr un développement. Le but est d'encourager une réflexion approfondie au sein de la FO sur la manière dont il aborde l'immigration francophone en Ontario. Il est essentiel de passer d'une rhétorique optimisée à une mise en œuvre plus pragmatique, de reconnaître les défis réels auxquels sont confrontés les immigrants et de favoriser une représentation authentique et équilibrée au sein de la communauté francophone en Ontario. Ce n'est qu'ainsi que la FO pourra véritablement jouer un rôle significatif dans la promotion de l'immigration et la préservation de la vitalité de la francophonie ontarienne. Et je vous remercie. Merci, Abba. Donc, maintenant, à mon tour de présenter mon étude. Est-ce que vous le voyez? Oui, oui? Oui, c'est bon. OK, super. Je te fais le timing. OK, super. Donc, je vous présente aujourd'hui il faut d'abord que je me présente. Donc, Genaina Nazari-Gomez, chercheur postdoctoral à l'Université d'Ottawa, linguiste. Et l'étude que je vous présente aujourd'hui est une étude exploratoire et elle s'en sert, comme Étienne l'a indiqué au début de sa présentation, dans un projet plus large qui s'appelle Francotropie et vitalité des communautés franco-minoritaires, étude des imaginaires géographiques d'aspirants brésiliens à l'immigration. Donc, en fait, c'était une... je me suis posé quelques questions à la suite de la mise en place de cette étude avec Étienne et des questions qui me chicanaient un peu, que je me disais il fallait s'y pencher. Notamment, donc, quel type de diffusion se fait-il auprès des personnes désireuses d'immigrer au Canada depuis l'Amérique latine et particulièrement du Brésil concernant, donc, d'abord, les communautés francophones en situation minoritaire et par la suite, les initiatives de promotion de l'immigration francophone. Donc, mobilité francophone, destination Canada, les nominés provinciaux en Ontario, Nouveau-Brunswick, les points extras pour entrée express. Donc, je me t'ai dit que ces questions, elles étaient vitales pour mieux comprendre aussi comment les premières représentations sur le Canada, sur la francophonie au Canada, s'installent chez l'immigrant ou le possible immigrant francotrope. À ce moment-là, vous savez déjà de quoi je parle quand j'utilise le mot francotropie. Donc aussi, dans la réflexion, on compare souvent aux politiques menées au Québec qui montrent, par exemple, donc, il y a presque 9 000 Brésiliens
au Québec en ce moment. Ce sont des données de 2016, donc un peu datées. Ces personnes, la majorité ont un diplôme universitaire et la grande majorité maîtrise le français. On peut voir même qu'il y a un taux d'assimilation assez grand parce que ces personnes parlent le français à la maison, ce qui est un indice que la langue, elle a déjà un peu envahi donc la sphère personnelle. Et il s'agit d'une langue, le français, utilisée au travail pour la majorité des Brésiliens qui sont au Québec. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que au Brésil, on parle le portugais. Et donc, qu'il faut décider d'apprendre le français. Il faut prendre des cours. Il faut investir beaucoup d'argent et de temps pour apprendre le français. Les Brésiliens qui immigrent par la voie québécoise les données montrent qu'ils sont super actifs sur le marché du travail, qu'ils utilisent le français au quotidien et qu'ils travaillent en français. En plus, donc, quelques données de rapport de Langue Canada, donc un organisme qui regroupe surtout des écoles des langues, montrent que seulement en 2022, presque la moitié des étudiants, donc des gens, des adolescents et des adultes qui sont venus pour étudier le français ou l'anglais, venaient de l'Amérique du Sud. Et le deuxième pays, c'était le Brésil et après le Mexique. Donc, nous avons ici des indices assez concrets d'un intérêt à l'apprentissage des langues et d'un intérêt vers le français que le Québec s'est bien exploité. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les communautés en situation minoritaire? Donc, avant de passer à cela, quelques différences dans les stratégies d'immigration. Étienne en a parlé. Au Québec, on privilégie le recrutement dans des pays francophones et francotropes. Donc, pour une raison quelconque, en général, due à des proximités culturelles ou linguistiques, français et portugais, par exemple, sont deux langues romanes. C'est plus facile d'apprendre ou de s'insérer socialement en français. Donc, le Québec a des bureaux à São Paulo et à Mexico. Il établit des partenariats avec plusieurs écoles des langues brésiliennes, dont les Alliances françaises, où les futurs immigrants vont passer leur test de français. Et le Québec offre aussi des stages d'enseignement à des professeurs, des enseignants de français, par exemple, au Québec. C'est un peu du soft power, mais qui montre l'intérêt à établir des liens plus étroits avec le bassin en Amérique latine. Par contre, en ce qui concerne l'IRCC et les communautés francophones en situation minoritaire, le focus est beaucoup plus des pays francophones, et là je dis officiellement francophones, avec une population active qui parle français. Donc là, on est surtout en Afrique, en Europe. Ce n'est pas par hasard que le forum Mobilité Destination Canada sont des gros forums dans lesquels les provinces vont, des employeurs participent et les futurs immigrants peuvent poser des questions, peuvent commencer à envisager leur projet migratoire. Ces forums, Destination Canada a surtout lieu en France et parfois en Afrique et parfois aussi en ligne, donc regroupant le reste des immigrants dans le monde. Donc, il y a très peu d'initiatives de recrutement actives en Amérique latine, des initiatives qui ciblent spécifiquement des francophones. J'ai déjà participé à des séances d'IRCC en général où des organismes francophones, auxquels des organismes francophones participaient. Mais ça, ce n'est pas constant, ce n'est pas d'envergure.
Donc, ce que je fais pour répondre aux questions de recherche, j'ai regardé les sites Internet, des sites brésiliens, des sites canadiens faits pour des Brésiliens, pour l'immigration, et des écoles des langues qui offrent une assistance à l'immigration. Et qu'est-ce que j'ai cherché sur ces sites? Donc, la manière dont ils présentent le Canada et les volets d'immigration. Comment est-ce que ces sites, ils présentent aussi le contexte socio-linguistique canadien? Est-ce qu'ils parlent de la francophonie minoritaire? Est-ce qu'ils parlent des initiatives de promotion de l'immigration francophone? Donc, en termes de résultats, je vois que le temps file et j'aimerais quand même laisser du temps pour la discussion. Donc, les représentations du contexte socio-linguistique canadien. Sur les 9 sites Internet que j'ai consultés, il y a la mention au bilinguisme officiel comme valeur ajoutée sur 6 sites. Donc, on va dire que le bilinguisme, il est quand même important pour l'employabilité au Canada, mais aussi pour le monde, pour la communication en général, dû à l'importance du français et de l'anglais sur le globe. On voit ici la présentation d'une dualité linguistique. Donc, le Québec, francophonie et anglophonie est divisée selon le principe Québec et le reste du Canada, aussi sur 6 sites. Donc, actuellement, le Québec constitue un centre d'attraction des Brésiliens en raison des différences dans le processus migratoire, lequel est séparé de la partie anglaise. Donc, il y a la partie anglaise, Rest of Canada, et la partie francophone, le Québec. Aussi, on associe le Québec à la France. Donc, on va dire qu'on va inviter les gens à émigrer au Québec parce que c'est la capitale française du Canada. Et il y a une certaine reconnaissance des communautés francophones en situation minoritaire. C'est en fait un site dont le propriétaire est canadien mais habite au Brésil. Et on dit le français est quelque peu présent sur tout le territoire. Donc, on ne parle pas exactement des communautés francophones. On dit juste qu'il y a des locuteurs de français. Donc, en ce qui concerne les initiatives de promotion de l'immigration francophone, on mentionne 2 programmes qui facilitent. Donc, on mentionne explicitement seulement 2 programmes qui facilitent l'immigration francophone. Sur 2 sites, il y a la mention aux points supplémentaires accordés aux immigrants bilingues. Sur 4 sites, on va parler surtout de l'importance de la maîtrise de l'anglais. Sur 3 sites, on va jouer, donc c'est et ou l'importance de maîtriser l'anglais et ou le français. Quand on mentionne le multiculturalisme canadien, on n'inclut pas les communautés francophones en situation minoritaire. Donc, c'est un pays d'immigration. C'est pour ça que c'est bien d'immigrer au Canada, sans pour autant mettre en valeur les racines historiques du français. Et surtout, ces sites Internet, ces consultants en immigration, ces écoles de langue brésiliennes ont souvent beaucoup de partenariats avec des écoles, des institutions canadiennes ou québécoises, mais je n'ai pu retrouver aucun partenariat avec des écoles des langues, des collèges ou des universités francophones hors Québec. Donc, pour conclure et pour nous mener à une discussion, donc les représentations du contexte socio-linguistique du Canada, il y a une prépondérance de la dualité linguistique. Donc, soit on veut immigrer en français au Québec, soit on veut immigrer au Canada anglophone. Et le bilinguisme, il est une valeur ajoutée pour l'employabilité, mais il n'est pas essentiel.
Les représentations de la francophonie, donc il n'y a que de francophones au Québec. Et le Québec est associé à la France, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'en Amérique latine et au Brésil, la France est un signe de prestige. Elle est associée à une représentation prestigieuse et il n'y a jamais une mention explicite des communautés francophones vivant en situation minoritaire. Par rapport aux initiatives de promotion de l'immigration francophone, donc il y a des mentions ici et là des programmes provinciaux et des points extraits pour entrée express, mais il n'y a pas d'explication spécifique du fait qu'il y a des procédures spécifiques pour des locuteurs de français. Donc, les consultants en immigration et les écoles des langues qui offrent de l'assistance en immigration constituent en fait un marché super puissant. Ce n'est pas seulement au Brésil, en Amérique latine. Ce type de mécanisme est présent partout dans le monde. Et c'est en général le premier espace d'apprentissage sur la vie au Canada. Et il contribue à la prise de décision concernant dans quelle province je vais habiter, dans quelle ville je vais habiter, comment est-ce que je vais m'établir. Donc, avec ce contexte-là, l'absence de mention des initiatives de promotion et d'immigration francophone hors Québec indique un manque d'intérêt ou surtout un manque d'investissement dans les bassins latino-américains, surtout quand on conjugue cette étude à l'étude d'Étienne. Et ces bassins sont en fait très engagés dans l'apprentissage des langues, notamment du français. Le fait que le Brésilien puisse s'intégrer à la société québécoise le démontre. Et en plus, il y a aussi... il y aurait un intérêt des communautés francophones en situation minoritaire. Je ne comprends pas pourquoi ça passe. Mais à investir dans la diffusion des communautés francophones et dans le recrutement en Amérique latine. Merci beaucoup. OK. Oui, je n'ai pas dépassé le temps pour la première fois. Tu dois être fier de moi. Parce que depuis qu'on présente des travaux ensemble, je dépasse le temps. Bon, donc, j'aimerais laisser les 7 minutes qui nous restent au public. Si vous avez des commentaires, des questions, des critiques, quoi d'autre? Des interventions. Donc, je pense qu'il faut écrire sur le chat. Je pense que c'est le bouton Q&A, Q&A. Je ne suis pas sûre. Oui, c'est sur le bouton Q&A, juste pour assurer. Donc, ils peuvent prendre la parole, c'est ça? Non, ça va être seulement la texte sur la fonction question et Q&A, réponse. ils ne peuvent pas intervenir. Donc, c'est par écrit. Sinon, Étienne, Luisa, Abba, commentaires, questions? Moi, j'aurais une question pour Abba, si je peux me permettre. Oui. Concernant la faute, en fait, ta revue ou ta critique de contenu était assez intéressante. Est-ce qu'ils sont au courant du travail que tu as fait? Est-ce que tu as déjà eu la chance de diffuser ces résultats puis de discuter avec eux sur la portée de ce que tu... Et comment ça peut aider finalement pour eux, d'une certaine manière, à changer certaines choses? Parce que on est toujours Merci. un peu... Merci beaucoup. Je pense que Louisa, elle est mieux placée que moi pour répondre à cette question. Parce que moi, je viens d'arriver sur la chaire que Louisa dirige il y a 5 mois à peu près. Donc, j'ai trouvé déjà devant moi un gros travail qui a été fait, vraiment à la phase finale. Louisa, il m'a engagé pour vraiment rassembler toutes ces données, revoir un peu le rapport, les ébauches qui ont été écrites, et c'est ce que je suis en train de faire. Cette communication, elle rentre dans le cadre de ce travail que Louisa m'a confié, et je pense qu'il peut ajouter quelques éléments à la réponse pour compléter. Louisa, si vous voulez.
Oui, merci Étienne. Non, on n'a encore pas diffusé. Donc, c'est dans le cadre de ma chaire et un projet de recherche. Et en fait, c'est aussi en parallèle avec une étude qu'on mène avec Suzanne Huot et nos collègues au Manitoba que tu connais, Faisal et Nathalie Pickmal, ainsi que Leila Salamongton. Donc, on a fait une analyse de discours au plan national. Et vu que l'Ontario reçoit la majorité des immigrants francophones, à la plus grande minorité francophone à l'extérieur du Québec. Donc, le Nouveau-Brunswick a une proportion plus grande de francophones dans la province que l'Ontario, mais l'Ontario, c'est la plus grande. Et donc, je voulais aussi faire l'exercice d'une analyse du discours. Et donc, j'ai pas mal calqué l'exercice sur ce que Suzanne Huot, et dans le cadre de la subvention savoir, mais je l'ai ajusté en fait aux besoins de l'Ontario. Donc, on l'a fait l'an dernier, c'était un travail beaucoup plus grand que ce que je pensais. Et donc, on s'est un peu essoufflé, mais on est arrivé, on avait fait les ébauches et tout. Et donc, Abba, je lui ai demandé s'il voulait bien de reprendre la relève pour tout mettre en forme. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était présenté. Donc, non, on n'a encore pas communiqué avec la FO. Ils ne savent pas qu'on a fait le travail. Peut-être qu'ils le sauront. Si vous avez des conseils ou des commentaires sur ce que nous avons fait, parce que notre espace, c'était le présenter en rapport, dans un rapport technique et ensuite élaborer des publications. C'est critique, donc comme dans le travail qu'on fait avec Janaïna, on veut reconnaître les avancées, les bonnes intentions, mais aussi un peu les manques ou les enjeux qui se présentent. C'est un peu délicat. Mais donc, si tu as des idées sur comment communiquer tout ça avec la FO, je suis preneuse. Bah, écoute, je n'ai pas d'idée particulière, mais je pense que de toute évidence, le travail que vous avez fait est un travail pour le moins utile. Vous n'avez pas fait pour critiquer, mais l'idée est vraiment d'identifier, comme tu l'as dit, des enjeux et surtout des pistes de solutions, parce que c'est ce que j'entendais de la part de base, c'est des pistes de solutions. Et je pense que ça, c'est dans un travail de recherche-action, là, il y a un fort potentiel de développer cet aspect-là. Et pas juste en Ontario, même si c'est vrai que près de 50% de tout ce qui ne va pas au Québec va en Ontario ou plus, ben oui, tout à fait. Merci, c'est ça, on se veut constructif. Donc, avec Janaïna aussi, c'est pour identifier des pistes d'action. Et puis là, effectivement, on en voit beaucoup. Alors, on espère là s'atteler vraiment à la tâche de rédiger, finaliser le rapport et peut-être le communiquer avec eux de cette façon-là. Merci pour tes encouragements. Étienne, merci beaucoup. Donc, j'aimerais laisser encore la chance aux participants si vous avez des commentaires ou des questions pour nous. Donc, il y a le Q&A et le chat. Non, le chat ne fonctionne pas, juste le Q&A. Sinon, ben, je pense que nos 4 travaux ont en fait porté sur une contradiction inhérente à l'immigration francophone. C'est-à-dire que on a besoin, et là je dis on parce que ça fait quand même 5 ans que j'habite ici, mais je suis aussi insérée dans cette contradiction comme chercheuse. Donc, on a besoin, on reconnaît le besoin d'autres immigrants et pourtant, on ne veut pas que ces immigrants soient utilitarisés, outillés. Non, on veut qu'ils soient outillés, on ne veut pas qu'ils soient utilitarisés. Je pense que je pourrais dire instrumentalisés. Exactement, j'allais dire instrumentalisés. Exactement. Puis, donc, en tout cas, on pense beaucoup à comment résoudre cette tension, cette contradiction et sortir de la logique défis démographiques, défis Donc, je me disais juste, je me demandais si vous vouliez rebondir là-dessus. Par contre, je ne sais pas si on a encore du temps, donc... Oui, ben on peut, ils vont couper quand ils comprennent, mais je suis d'accord, j'ai beaucoup aimé nos 4 interventions parce qu'il y a les échelles, mais aussi elles sont complémentaires et elles s'imbriquent les unes dans les autres.
Comme toi, Genaïna, il y a aussi cette réflexion de faire partie des immigrants francophones en situation minoritaire, d'être chercheur, et dans mon cas, de travailler de très près avec les fournisseurs de services, et puis d'avoir fait des entrevues avec de nombreux immigrants où je vois que tout le monde a vraiment des bonnes intentions, des bonnes volontés, ils font de leur mieux, et il demeure d'importants défis pour ces immigrants francophones qui viennent avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'investissement et qui ont tellement à donner aux communautés francophones. Et de leur part, les communautés francophones ont en fait des besoins, ont la place pour eux, et c'est en fait des opportunités manquées où les choses ne s'alignent pas comme on veut. Donc je pense en être très très proche, et ce que j'aime des recherches, des projets, c'est voir en fait l'opportunité de venir avec des pistes de solutions, des pistes d'action. Et on voit, et c'est pour ça que je veux souligner les avancées importantes qui ont déjà été faites. Et ça, en fait, aussi voir l'imbrication des tensions. En fait, c'est les jeux d'échelle, comme on dit en géographie, de pouvoir à différentes échelles, et de voir que que ces structures sont très complexes. On ne les voit pas parce que des fois, on est concentré sur un point, on ne voit pas l'ensemble. Donc, ce que je pense, c'est le besoin de cette vue d'ensemble, et ensuite, comme faire une cartographie des structures, des discours et puis des pratiques pour tout comprendre, comment elles s'agencent les unes dans les autres, parce qu'elles sont toutes en relation de manière directe ou indirecte. Donc, c'est un peu un blabla académique abstrait, mais en tant que chercheur, on a cette vue d'ensemble qui après va pouvoir nous permettre d'intervenir plus concrètement. Étienne, Abba, est-ce que vous voulez rebondir? Quoi ajouter après ça? Non, je n'ai pas de commentaire particulier, non. OK, alors, je pense qu'on n'a pas des questions, des commentaires du public. Je remercie à ceux et celles qui sont restés là avec nous jusqu'à la fin. Merci Étienne, Abba, Luisa, Ben, pour votre aide en arrière-plan et avec la technique au complet. Merci collègues d'avoir embarqué dans cet atelier avec moi. Puis au plaisir donc de continuer nos échanges. Merci beaucoup, Genaïna. Au revoir. Merci à vous. À la prochaine.